Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je m'appelle Léo, je suis médecin en fin de formation. Chaque semaine, nous explorons votre santé et le fonctionnement de votre corps avec des conseils à appliquer au quotidien. Pour cela, nous utilisons la science, les études, mais aussi l'intervention d'une multitude d'experts. J'espère que vous êtes prêts à obtenir la santé que vous méritez. On est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous retrouvons le professeur Renard, chef du service d'endocrinologie, diabétologie du CHU de Montpellier et président de la Société francophone du diabète. Vous découvrirez le diabète de type 1 et de type 2 sous toutes leurs formes. Facteurs de risque, génétique, insuline, physiopathologie, pic de glycémie, tests sanguins et complications, vous aurez toutes les informations pour comprendre et prévenir cette maladie. On est parti pour l'épisode de jour sur le diabète. Professeur Renard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Comme d'habitude, je vais vous demander de vous présenter un petit peu avant d'aborder les sujets du jour. Oui, donc je suis Éric Renard, donc je suis chef du service d'endocrinologie diabétologie au CHU de Montpellier, un hôpital universitaire qui fait bien sûr des soins, mais aussi de l'enseignement et de la recherche. D'accord, parfait. Donc ça va être plutôt très intéressant pour aborder le sujet du jour qui est le diabète un petit peu sous toutes ses formes, pour essayer de le vulgariser le plus facilement possible. Et je vais commencer par ma première question, au final, sûrement que beaucoup de personnes se posent, c'est au final, qu'est-ce que c'est le diabète? Alors le diabète, en fait, ça vient du grec, ça veut dire traverser. Donc en fait, c'est en rapport avec le sucre, bien sûr. Lorsqu'on a un diabète, eh bien, ça veut dire qu'on a un déficit d'assimilation du sucre dans l'organisme. Et donc, ça va se manifester par une hyperglycémie, donc un excès de sucre. La norme chez des sujets sains, c'est de maintenir sa glycémie entre 0,70 g par litre et 1,40 g par litre. Et donc, les personnes qui ont du diabète, eh bien, vont avoir une glycémie qui sort de cette zone en excès. Soit, on le verra selon les formes de diabète, parce qu'ils manquent d'insuline, soit parce ils ont un manque, mais en plus, ils sont résistants à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline ne fait pas son action attendue. Et justement, puisque vous en parlez, on sait qu'il y a deux types de diabète, le diabète de type 1 d'un côté et le diabète de type 2 de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales différences et comment on en arrive là? Donc en France, il y a à peu près 3 millions de personnes qui ont du diabète. Et il y en a 90% qui ont un diabète de type 2 et à peu près 10% qui ont un diabète de type 1. Ça fait à peu près 300 000 personnes qui ont un diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est la personne qui a cette maladie, en fait, son organisme ne reconnaît plus les cellules qui produisent l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée donc par les îlots pancréatiques et qui est la seule hormone hypoglycémiante. Les patients qui ont un diabète de type 1 développent une réaction auto-immunitaire, donc contre eux-mêmes, qui va détruire ces cellules bêta qui produisent l'insuline. Alors, c'est une maladie qui se développe longtemps à bas bruit, c'est-à-dire sans aucun symptôme clinique. Le diabète de type 1 se révèle souvent de manière brutale quand il reste plus qu'à peu près 10% des cellules qui produisent l'insuline. C'est souvent à l'occasion d'un stress, d'une émotion forte, d'une infection qui va en fait révéler le manque d'insuline, puisque lorsqu'on est dans ces situations-là, en fait, il y a une demande accrue du pancréas pour produire de l'insuline, et comme eux, ils n'ont plus que 10% des cellules qui restent, eh bien, ça va se révéler à ce moment-là. Donc, le diabète de type 1, ça se révèle dans à peu près un tiers des cas chez des enfants ou des adolescents, mais dans 2 tiers des cas chez des adultes, plutôt jeunes, mais on peut avoir un diabète de type 1 à tout âge. On a eu des cas à 80 ans, par exemple, donc ça peut arriver. Donc ça, c'est le diabète de type 1, donc manque d'insuline. Au début, il en reste à peu près 10% des cellules qui produisent de l'insuline, et chez la plupart des patients, au bout de quelques années, ils ne produisent plus d'insuline du tout. Donc évidemment, après, sur le plan thérapeutique, le traitement, c'est d'apporter de l'insuline. Le diabète de type 2, c'est une maladie un peu plus complexe. C'est une maladie qui va comprendre à la fois un défaut de sécrétion d'insuline, mais pas absolu, comme dans le diabète de type 1, et une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que les tissus, l'organisme est résistant à l'insuline, donc il faudrait que le pancréas produise plus d'insuline pour avoir la même action. Alors, selon les types 2, le type 2, c'est une maladie assez hétérogène. 80% des gens qui ont un type 2 sont en surpoids ou obèses, mais il y en a 20% qui sont de poids normal. Et certains vont avoir plutôt une résistance à l'insuline, c'est surtout des gens qui sont en excès de poids, et d'autres qui sont plutôt
déficitaires en insuline et ceux qui ont plutôt un poids plus faible. Selon les origines ethniques, c'est pas le même diabète non plus, hein. Les diabètes africains sont plus rapidement insulinodépendants, asiatiques aussi. Les diabètes européens sont plus longtemps sans nécessité d'apport d'insuline. Donc c'est une maladie assez hétérogène. Le type 1, c'est assez rarement familial. Le facteur génétique intervient peu, moins de 50% du risque. Par contre, le diabète de type 2, c'est très transmissible. C'est-à-dire que si vous avez un parent qui a un diabète de type 2, vous avez 50% de risque. Si vous avez deux parents diabétiques de type 2, c'est 100% de risque. Donc, c'est une maladie qui est à forte composante transmissible familiale. Mais c'est l'environnement qui va souvent révéler la maladie et la révéler plus ou moins tôt, avec l'obésité et la sédentarité qui sont vraiment les facteurs déclenchants. C'est pour ça qu'on parle d'épidémie, pseudo-épidémie de diabète de type 2 actuellement, parce qu'avec l'augmentation de l'obésité, tous les gens qui sont exposés à devenir diabétiques pour des raisons génétiques, eh bien, vont faire sortir ce diabète de type 2 euh, euh, plus jeune d'ailleurs en raison d'excès de poids. C'est quoi la moyenne d'âge là actuellement à peu près du diagnostic de diabète de type 2? Est-ce que ça tend à la baisse ou? Ça tend à la baisse malheureusement à cause du développement de l'obésité des enfants et des adolescents, puisque comme je vous le disais, c'est très transmissible. Donc si vous avez un parent qui est diabétique de type 2, ben, vous avez au moins 50% de risque. Mais si vous restez mince et sportif toute votre vie, le diabète, il peut apparaître qu'à 60, 70 ans, tardivement. Si par contre, vous êtes en excès de poids, eh bien, le diabète de type 2 peut se révéler à 15 ans. Si il y a des enfants obèses, ils ont des diabètes de type 2 à 15 ans. Donc, il y a le risque qui est génétique, hein, la prédisposition, mais par contre, l'externalisation de la maladie va dépendre de l'environnement. Donc, au plus on est mince et sportif, au plus c'est tardif. Au plus on est sédentaire et en surpoids, au plus c'est précoce. D'accord. Et c'est ce qui explique le fait que des personnes qui ne sont pas obèses finissent quand même par avoir un diabète de type 2. C'est vraiment cette variable génétique-là ou? Oui, il y a un risque génétique et puis avec le vieillissement, on augmente effectivement le risque d'éclosion de la maladie, puisque dans le diabète de type 2, en fait, on a ce qu'on appelle une mort programmée des cellules bêta, c'est-à-dire qu'en fait, en raison de ces facteurs génétiques, on a un stock de cellules bêta au départ qui est déjà un peu défaillant, pas comme dans le type 1, hein, mais on a un manque de cellules bêta. Et au plus on avance en âge, eh bien, au plus on va avoir une mauvaise régénération de ces cellules bêta. Et donc, finalement, on a un déficit qui s'accroît avec le temps et avec l'âge, ce qui fait que quand on est prédisposé, même si on est mince et sportif, eh bien, un jour ou l'autre, ce diabète finit par s'extérioriser. D'accord. J'aimerais bien qu'on fasse le point aussi sur, on a parlé de l'obésité comme facteur de risque du diabète. Dans notre style de vie et notre mode de vie actuel, est-ce qu'on retrouve d'autres facteurs de risque? Le tabac, la consommation d'aliments ultra transformés, ce qu'on peut appeler aussi l'inflammation de bas grade. Souvent, on en parle avec l'atteinte au niveau du microbiote. Est-ce qu'on a une liste un petit peu des vrais facteurs de risque environnementaux qui peuvent entraîner le diabète? Ceux qui sont vraiment identifiés, c'est l'excès de poids, hein, parce que chaque fois qu'on prend du poids, en fait, on devient un peu plus résistant à l'insuline, donc on sollicite davantage notre pancréas. Si on a une prédisposition au diabète, eh bien, ça va le faire apparaître. Et puis la sédentarité, puisque l'activité physique, même si c'est pas du sport de compétition, hein, ne serait-ce que la marche, ça fait la même chose que l'insuline. Ça fait rentrer le glucose dans les cellules musculaires. Lorsqu'on est sédentaire et qu'on est à risque de devenir diabétique, eh bien, ça fait éclore aussi la maladie. Si on n'a pas de facteur de risque particulier, on peut être en surpoids et sédentaire, ne jamais devenir diabétique. Il faut toujours qu'il y ait une composante de risque au départ, hein. Il y a des gens qui sont très obèses, hein, qui font 200 kilos, et ils ne sont pas diabétiques, mais parce qu'ils n'ont pas de facteur de risque génétique. Donc, même quand ils prennent du poids, qui sollicitent leur pancréas, ils ont leur pancréas a la capacité de produire plus d'insuline, et donc ils ne deviennent jamais diabétiques. Par contre, si vous êtes prédisposé au diabète de type 2, c'est pas l'obésité, c'est pas la grande obésité, il suffit d'être en excès de poids, notamment au niveau abdominal, hein, puisque c'est la graisse abdominale qui est qui crée l'insulinorésistance, et bien on devient diabétique. Les autres facteurs que vous avez mentionnés sont pas reconnus. Le tabac, c'est pas particulièrement à risque.
pour le diabète de type 2. La nature des aliments, on n'a pas de preuve absolue. Ce qu'il y a, c'est que très souvent, les aliments transformés eh bien, sont souvent plus riches en calories, donc ça va favoriser la prise de poids. Mais c'est les deux facteurs vraiment clairement identifiés, c'est le manque d'activité physique et l'excès de poids. Et si je comprends bien, est-ce que ça veut dire qu'on peut, si on n'a pas de diabète dans la famille ou quoi que ce soit, on peut tout de même avoir un diabète de novo, ou si on n'a pas de facteur de risque, on peut se dire que voilà, on n'a aucun risque. Évidemment, il peut ne pas y avoir de diabète dans la famille et nous, on peut développer parce que si les parents qui vivaient souvent moins vieux étaient plutôt minces, sportifs, enfin, ils avaient une activité physique dans leur vie quotidienne, en fait, ce risque ne s'est pas extériorisé. C'est ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, par exemple. Avant, en Afrique, en Océanie, il y avait très peu de diabétiques. Maintenant, il y en a plein. À Tahiti, les vainées, elles sont plutôt grosses et elles sont énormément diabétiques. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles avaient une génétique, certainement qui était protectrice dans un environnement où il y avait souvent de la disette, où il n'y avait pas ce qu'il fallait manger. Et en fait, le fait d'avoir ces gènes de résistance à l'insuline, c'était plutôt un moyen de résister en cas de famine. Maintenant qu'on est dans un environnement où on boit du Coca-Cola, on mange gras et riche en sucre, eh bien, ce qui était une protection génétique devient un risque génétique. On peut effectivement être le premier cas à extérioriser un diabète alors qu'on avait des parents qui avaient le même risque mais qui ne s'est jamais extériorisé parce qu'ils n'ont pas été dans cet environnement-là. Avant, les Polynésiens, ils avaient des canots à rame, ils mangeaient du poisson. Donc même s'ils avaient des risques génétiques, ça ne s'extériorisait pas. Dans notre civilisation occidentale qui les a contaminés, eh bien là, par contre, ils explosent leurs prédispositions. Ouais, donc c'est vraiment l'impact au final de l'environnement actuel qui fait que quelque chose qui était un avantage évolutif devient un problème et développe des diabètes et plein d'autres maladies. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'insuline et son rôle, parce que c'est vrai qu'on entend tout un peu et n'importe quoi. Il y a beaucoup cette idée sur les réseaux de faut éviter à tout prix le pic de glycémie et éviter à tout prix la sécrétion d'insuline. J'aimerais bien voir un petit peu pas forcément votre avis, mais des explications dessus sur, au final, à quoi sert réellement l'insuline. Est-ce que le fait d'avoir des pics de glycémie après un repas, c'est normal? Et est-ce qu'il faut, au contraire, essayer de les combattre? Alors l'insuline, c'est une hormone, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la seule hormone hypoglycémiante. Donc c'est une hormone qui est produite par les cellules bêta des îlots pancréatiques. Donc l'insuline, elle va avoir un effet de favoriser l'entrée du glucose dans les cellules insulinodépendantes, c'est-à-dire essentiellement le muscle, le foie et le tissu adipeux. Donc c'est sur le but en fait de l'insuline, ça va être de stocker du glucose dans le foie, glycogène, de stocker du sucre dans les muscles, stocker du sucre dans le tissu adipeux, même s'il est converti en graisse. Donc ça va favoriser en quelque sorte la constitution de réserves pour que dans les périodes où on ne mange pas, on ne se retrouve pas en manque de glucose au niveau du cerveau, puisque le cerveau a besoin de glucose. Et donc quand on mange, en fait, on va stocker dans notre foie du glucose sous forme de glycogène. Et lorsqu'on va s'éloigner d'un repas, le taux d'insuline, bien sûr, va baisser de manière importante, ce qui va permettre au foie de libérer le glucose stocké comme glycogène pour aller nourrir le cerveau pour qu'il puisse fonctionner correctement. Donc l'insuline, sur le plan physiologique, elle sert à ça essentiellement, hein, donc à faire rentrer le glucose dans les tissus. Il n'y a pas 36 tissus, c'est le muscle, le foie, le tissu adipeux. Les pics glycémiques, on les fait si on ne sécrète pas suffisamment d'insuline. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, en fait, un sujet normal, il a une glycémie qui est maintenue entre 0,7 et 1,40 g par litre, y compris après les repas, parce qu'il sécrète de l'insuline, justement. Et donc, l'insuline va faire entrer le glucose issu de l'alimentation dans les tissus qui vont qui vont stocker le glucose. Est-ce que c'est dangereux de stimuler la sécrétion d'insuline? Non, si on mange, au plus on va manger sucré, évidemment, au plus on va faire sécréter de l'insuline. Alors, évidemment, l'insuline va faire son rôle de stockage, donc c'est pour ça que si on mange beaucoup d'aliments sucrés, on va prendre du poids, parce que du coup, l'insuline va faire stocker du sucre ou de la graisse dans le tissu adipeux. Alors, il y a toute une mode non scientifique actuellement qui dit « Ah, mais il ne faut pas faire des pics de glucose parce que ça entraîne tout un tas de conséquences psychologiques. »
Ça, c'est pas du tout, c'est des idées toutes faites qui n'ont absolument aucun fondement scientifique. La seule chose, c'est qu'il y a des gens qui sont prédisposés à devenir diabétiques et qui, paradoxalement, vont faire des hypoglycémies avant de faire des d'être en hyperglycémie. En fait, ils ont des cellules bêta qui produisent l'insuline, qui va libérer l'insuline au mauvais moment. En fait, quand on mange sucré, ça va déclencher immédiatement une sécrétion d'insuline. Les gens qui ont une prédisposition au diabète de type 2, eh bien, au début, eh bien, leurs cellules bêta vont être un peu paresseuses. C'est-à-dire quand le taux de sucre va monter dans le sang, en fait, l'insuline ne va être libérée qu'avec retard. La conséquence, c'est qu'ils vont avoir une tendance à faire des petits pics glycémiques, un peu au-dessus d'1,40 g, et après des hypoglycémies. Donc pour ces personnes-là, effectivement, manger sucré, ça n'est pas agréable, parce que du coup, ça va déclencher des hypoglycémies secondaires. Donc pour ces personnes qui sont en fait, entre guillemets, prédiabétiques, c'est sûr que c'est pas bon de manger sucré parce qu'ils sont déjà à risque. Hein, mais ça va pas induire le diabète puisque de toute façon ils ont déjà la prédisposition, mais c'est pas confortable. Mais en dehors de cette population-là très particulière, des gens qui n'ont pas de risque particulier, s'ils mangent sucré, ils vont produire plus d'insuline, mais le risque c'est de prendre du poids. C'est pas l'insuline qui fait prendre du poids, c'est ce qu'ils mangent évidemment. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez contester certaines choses qui ont été dites durant l'épisode, suivez le lien Drive en description pour déposer vos réclamations avec étude à l'appui. Je ferai un épisode bonus regroupant toutes les mises à jour. On peut reprendre. Ouais, ça fait du bien à entendre parce que c'est vrai qu'on voit de tout sur les réseaux et notamment cette idée, comme vous dites, que les pics de glycémie sont absolument à éviter et que c'est extrêmement dangereux. Avec la vente de compléments alimentaires qui limitent anti-spike, je crois qu'ils appellent ça, qui limite les pics d'insuline. Une vraie catastrophe, je trouve. Oui, ça c'est bon, il y a tout un business qui s'organise autour de ça, évidemment, hein, entre les cours comment bien manger, entre guillemets bien, parce que c'est pas bien, c'est manger d'une certaine façon, et puis des conseils alimentaires qui coûtent cher, alors que en fait manger sainement pour éviter de prendre du poids, c'est manger des fruits, des légumes, pas trop de féculents, enfin c'est des règles de bon sens qui sont connues de tous, hein, donc Ouais, on essaye de, je pense, rendre les choses un peu compliquées pour faire croire que le savoir est entre certaines petites mains de sachants et qui ensuite vous donnent ces conseils sous réserve que vous payez. J'aimerais aussi juste aborder le sujet de le diabète au final. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît du jour au lendemain ou c'est quelque chose qui va commencer, je sais pas, quand on a 40 ans où les cellules vont se détruire au fur et à mesure et arrivé 60 ans, on a beaucoup moins de cellules et on a développé aussi ces mécanismes d'insulinorésistance. Quel délai à peu près? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on connaît bien sûr la phase clinique, c'est-à-dire quand on a trop de sucre dans le sang et où on a éventuellement des symptômes, hein, puisque quand on a vraiment des grandes quantités de sucre dans le sang, eh bien ça va partir dans les urines, ça va provoquer une perte d'urine, donc des urines abondantes, et donc ça va créer la soif. Donc ça, c'est les signes typiques du diabète qui se révèlent avec des taux de glycémie élevés, hein, excès de soif, les urines abondantes. Évidemment, comme le glucose ne rentre plus dans les cellules, on va maigrir. Et donc, alors que l'appétit est conservé, va augmenter. Ça, c'est les signes classiques de diabète. Mais ça, c'est la révélation clinique. Mais en fait, qu'on prenne le type 1 ou le type 2, ils ont des phases muettes très cliniques. Le type 1, en fait, c'est quand on développe la réaction auto-immunitaire. En fait, on n'a pas de symptômes. On est déjà, en fait, diabétique de type 1 sans le savoir. C'est-à-dire que si chez ces personnes, on fait des prises de sang, on recherche les anticorps qui sont produits dans le cadre de la réaction auto-immune, on va les trouver. Donc, c'est des gens qui ont déjà un diabète de type 1. Mais par contre, la maladie, elle se révèle souvent brutalement, comme je disais tout à l'heure, à l'occasion d'un stress, d'un accident, d'une émotion, d'une infection. Il y a des gens qui disent « je suis devenu diabétique de type 1 quand mon père est mort ». Évidemment, ce n'est pas la mort du papa qui a provoqué le diabète. C'est des gens qui étaient déjà diabétiques de type 1 en phase préclinique et l'émotion ressentie, le stress ressenti a augmenté la résistance à l'insuline. Manque de peau, le pancréas était malade, il ne pouvait pas répondre. Donc du coup, le diabète s'est révélé. Donc le diabète, on dit que c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est quelqu'un qui avait rien du tout sur le plan clinique et qui tout d'un coup se met à avoir soif, à uriner beaucoup, etc. Donc la révélation clinique est aiguë, mais la maladie existait déjà auparavant. Pour le type 2, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un continuum entre la normalité
et le diabète de type 2 clinique. Hein, on affirme le diabète de type 2 quand on a plus d'1,26 g par litre à jeun. Mais entre le fait d'être strictement normal, d'avoir moins d'1 gramme par litre à jeun et le fait d'avoir plus d'1,26 g, eh bien, il y a un continuum. C'est ce qu'on appelle les prédiabétiques. Donc, c'est une situation, en fait, qui traduit déjà le fait que les cellules bêta, elles ne marchent pas tout à fait comme il faut et il y a déjà un certain degré de résistance à l'insuline. Donc, ce sont des maladies qui ont une longue phase préclinique et puis, à un moment donné, ça devient clinique. Alors, c'est souvent brutal dans le type 1, pas toujours dans le type 2, mais ça peut être parfois brutal dans le type 2 aussi. Et le type 2, souvent, ça arrive régulièrement, que ce soit des complications du diabète qui n'étaient pas connues qui vont le révéler. Un infarctus du myocarde, une infection grave qui, en fait, va conduire à révéler le fait que les gens étaient diabétiques sans le savoir. C'est très clair. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est mais le fait d'avoir des symptômes ne veut pas dire que vous êtes tombé malade du jour au lendemain, quoi. C'est vraiment quelque chose qui traîne et qui dure depuis quelque temps. C'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de politiques de santé publique qui s'orientent vers le dépistage des sujets à risque et, si possible, la prévention ou le traitement précoce. Alors, dans le type 2, c'est là où c'est le plus efficace. C'est-à-dire qu'il est recommandé, en fait, chez tout le monde maintenant de faire une glycémie à jeun à partir de l'âge de 30 ans et de la faire régulièrement dans le cadre de bilans de santé pour repérer les gens qui ont déjà un prédiabète, qui ont une glycémie à jeun qui est entre 1 gramme par litre et 1,26 g par litre, parce que eux, si on leur fait changer leur mode d'alimentation et de vie avec de l'activité physique, on peut les faire revenir vers la norme. Ils garderont bien sûr leur déficit, mais le diabète peut être retardé de nombreuses années. Pour le type 1, c'est plus compliqué. Le diabète de type 1, comme je l'ai dit, c'est rarement familial. C'est vrai que si on doit faire une recherche d'anticorps dans le sang de toute la population, ça va faire beaucoup de boulot. Donc, il y a des approches en France qui sont plutôt de dire, dans les familles de diabétiques de type 1, on pourrait rechercher s'il y a des anticorps, si la famille le demande, pour voir si parmi les apparentés, les parents, les enfants, est-ce qu'il y en a qui ont déjà le type 1 sans le savoir? Et auquel cas, alors je dis c'est une maladie auto-immune, on pourrait faire une immunothérapie, c'est-à-dire donner un traitement qui modifierait l'immunité pour pas que la maladie progresse rapidement vers le stade clinique. Alors, il y a une molécule qui a déjà qui a apporté certaines preuves montrant que ça peut retarder l'apparition du type 1. Malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif. C'est-à-dire que même si on repère en phase préclinique le diabète de type 1, on ne peut pas empêcher la maladie d'arriver. On peut la retarder de quelques mois ou en moyenne 2 ans. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que dans la plupart des types 1, il n'y a personne dans leur famille qui a un type 1. Donc, à moins de faire, comme en Italie, il y a une loi qui est sortie il y a peu de temps en disant tous les Italiens, je ne sais plus, je crois que c'est vers l'âge de 15 ans, entre 15 et 20 ans, doivent avoir une recherche d'anticorps pour voir s'ils n'ont pas le prédiabète de type 1. Mais bon, c'est une décision italienne, mais sa rentabilité, c'est à voir, quoi, parce que ça coûte cher, c'est compliqué. Et puis bon, et puis c'est toujours le consentement. Si tout le monde ne veut pas obligatoirement savoir, il y a tout chacun est libre de choisir de faire ou pas faire. Donc en plus, si au final on peut pas forcément l'empêcher d'arriver complètement. Les arguments, c'est de dire, oui, si on sait qu'il va arriver, ça arrivera sous une forme moins grave, parce que il y a encore beaucoup de diabète de type 1 qui se révèle à un stade d'acidocétose, c'est-à-dire que il y a plus vraiment beaucoup de sucre dans le sang, donc les organes fabriquent du sucre pour se nourrir, hein, les cellules, et ça produit des corps cétoniques qui sont acides et qui vont provoquer un coma acidocétosique. Donc c'est vrai que si on le sait à l'avance, ça devrait permettre d'éviter ça. Mais voilà, c'est un des arguments, mais il n'y a pas d'argument curatif puisqu'il n'y a pas de traitement pour empêcher la maladie. Et j'aimerais revenir justement sur le dépistage et le diagnostic un peu du diabète de type 2. Il y a pas mal de choses qui sont un peu apparues ces dernières années, l'indice OMA, l'insuline à jeun, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est réellement vérifié? Qu'est-ce que le médecin généraliste peut demander, lui, pour aider au diagnostic du diabète, mais aussi au diagnostic du prédiabète? Alors, oui, ça, il faut le bannir complètement. Ça coûte cher et ça peut être remplacé par un centimètre de couturière. C'est-à-dire que vous avez la même information sur l'OMA que si vous prenez un centimètre de couturière et que vous faites le tour de taille. Le tour de taille est très corrélé au OMA.
hein. Donc on sait que si vous avez un tour de taille qui dépasse 90 cm chez une femme et 1 mètre chez un homme, eh bien, vous êtes à haut risque de diabète. Et ça donne le même renseignement que le HOMA et ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est simplement le clinicien peut très bien faire son diagnostic de risque de diabète mieux que le HOMA. Donc il faut surtout pas prescrire d'insulinémie à jeun ni de HOMA, ça sert strictement à rien. C'était fait dans le cadre de protocoles de recherche, mais dans les soins courants, on ne prescrit jamais ça. Enfin, il ne faut pas le prescrire. Il y a une mode actuelle, alors ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il y a toujours des modes, on veut chercher des indices, etc. Mais vous avez autant d'informations en mesurant le tour de taille avec 1 centimètre de couturière. Ouais, pour préciser, en fait, le tour de taille, au final, est corrélé aussi au taux de graisse viscérale, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est la graisse en grande partie responsable aussi de cette insulinorésistance et puis de plein d'autres facteurs de risque aussi. C'est un risque de diabète, bien sûr, mais aussi un risque cardiovasculaire, parce que c'est très étroitement lié. Donc, rien qu'en mesurant le tour de taille, vous pouvez faire un prédiagnostic en disant « Oh là, mais ça, c'est un patient qui est à risque métabolique, un risque de faire un diabète, et c'est un patient qui est à risque cardiovasculaire important. » Et ça, on précise bien, mais peu importe l'âge. C'est-à-dire que même si vous avez 25, 28 ans, 30 ans, si votre tour de taille est excessif et que vous avez trop de graisse abdominale, vous pouvez avoir les mêmes complications qu'un homme de 60 ans il y a quelques années de ça. Donc, exactement, ça accélère l'histoire en quelque sorte. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des variations entre les populations ethniques qui sont très importantes. C'est-à-dire que les paramètres qu'on donne là sont des paramètres pour des gens de race blanche européenne, mais si vous prenez les asiatiques, c'est 10 centimètres de moins. Parce que la composition corporelle, selon les ethnies, est très différente. Donc, on sait que pour les asiatiques ou les gens qui habitent en Océanie, moins de graisse abdominale va entraîner beaucoup plus de risques que chez les blancs européens. Donc, il faut tenir compte de ce facteur-là. On ne peut pas prendre les mêmes mesures, en quelque sorte, selon l'origine ethnique des gens. D'accord. Et pour les populations noires, c'est la même chose? Alors, pour les populations noires, c'est hétérogène. Ils ont en général une masse musculaire plus importante, moins de masse graisseuse. Ils seront plus sensibles à l'insuline. Mais j'ai pas en tête de référence pour les populations noires. J'aimerais maintenant qu'on passe un petit peu sur le côté des traitements. Moi, je sais que pour les ECN, quand on nous a fait apprendre un peu tout ça, on nous disait toujours que les premiers traitements qu'il fallait donner, les premières choses à faire, c'était avant tout les règles hygiéno-diététiques et qu'on devait réévaluer à 3 mois. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'on maintenant on met des traitements d'emblée pour le diabète? Alors bien sûr, vous avez compris que le diabète de type 2, on va l'intercepter à un moment donné, mais peut-être qu'il existe déjà depuis 10 ans, voire plus, on n'en sait rien. Donc en fait, ça va dépendre un peu de l'intensité de l'hyperglycémie lorsqu'on fait le diagnostic. Si on a la chance de faire le diagnostic tôt, quand la glycémie est un peu au-dessus d'1,26 g, mais pas très élevée, effectivement, c'est là où il faut mettre le paquet sur les mesures hygiéno-diététiques. Rééduquer les gens sur le plan nutritionnel, favoriser l'activité physique sous forme de marche régulière, nombre de pas, etc. Bon, la seule limite actuelle, c'est qu'en France, malheureusement, les consultations diététiques ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Donc, à moins d'être suivi dans un hôpital, en fait, c'est auprès du patient de voir une diététicienne. On milite auprès de l'assurance maladie pour qu'il y ait une prise en charge, parce que c'est quand même la base du traitement du diabète de type 2. Si on intercepte le diabète de type 2 à un stade beaucoup plus important, on va avoir des patients qui vont avoir des glycémies à 3 grammes par litre ou plus, avec des hémoglobines glycées à plus de 15%. Bien sûr, on leur donnera les mesures hygiéno-diététiques, mais là, on leur prescrira d'emblée au moins un médicament, parce qu'on sait très bien qu'à ce niveau-là, le régime, même s'il est fait parfaitement et l'activité physique parfaitement, eh bien, ça suffira pas à contrôler le diabète. Donc la base, c'est effectivement les mesures hygiéno-diététiques, bien conduites, bien accompagnées. Et le traitement médicamenteux vient en complément, mais il peut être parfois nécessaire d'emblée quand on intercepte le diabète de type 2 à un stade déjà très avancé. Et ces traitements médicamenteux-là qu'on utilise justement visent à quoi? À favoriser, à améliorer l'insulinorésistance, à la diminuer,
ou bien à augmenter la sécrétion d'insuline au niveau du pancréas? Alors, le premier médicament qui est indiqué, c'est le plus vieux, c'est la metformine. Ça reste le médicament qui est le plus indiqué lorsqu'on découvre un diabète de type 2. Donc lui, il agit essentiellement sur la production hépatique de glucose, donc sur la sensibilité à l'insuline. Donc c'est le premier traitement qu'on donne comme médicament contre le diabète de type 2. Ce qui a beaucoup changé au cours de ces dernières années, c'est le deuxième niveau. C'est-à-dire que classiquement, on faisait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on prescrivait des sulfamides, qui sont des médicaments qui stimulent la sécrétion d'insuline. C'est efficace sur la glycémie, mais ce n'est pas durable. Et puis surtout, ça n'a pas de bénéfice démontré sur le plan cardiovasculaire. Maintenant, on a des médicaments qui sont complètement différents, qui agissent soit en faisant évacuer le glucose dans les urines, c'est les inhibiteurs de SGLT2, soit qui vont agir via la voie du GLP1, c'est-à-dire qu'ils vont retarder la montée glycémique postprandiale en ralentissant la vidange gastrique, qui vont diminuer la production de sucre par le foie, qui vont stimuler le pancréas mais uniquement quand la glycémie est élevée et qui vont couper l'appétit. Donc, c'est des médicaments qui passent par la voie du GLP1. Alors, il y a les gliptines et puis les agonistes du GLP1 récepteur. Ces médicaments ont tous les deux montré des bénéfices cardiovasculaires et rénaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de médicaments comme ça qui améliorent l'espérance de vie. Ça réduit la mortalité et ça réduit la survenue des événements cardiovasculaires. Et pour ceux qui ont des atteintes rénales, ça ralentit la perte de fonction rénale. Donc, actuellement, ils sont privilégiés, c'est-à-dire que lorsque la metformine et les mesures hygiéno-diététiques ne permettent pas de contrôler le diabète, eh bien, on va les prescrire en premier. Soit les gliptines, soit les inhibiteurs de SGLT2, soit éventuellement les analogues du GLP1. Il faut obligatoirement les prescrire chez ceux qui ont déjà des antécédents cardiovasculaires ou qui ont déjà une pathologie rénale ou cardiaque. Donc, ce serait une erreur médicale de ne pas le faire parce qu'il y a un bénéfice de survie. Ça réduit les événements et ça améliore la survie. Donc, il faut absolument le prescrire. Si les gens n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires ou rénaux, ça reste des médicaments à privilégier, notamment les gliptines, qui sont donc des médicaments qui agissent par le GLP1, mais qui sont moins forts que les analogues du GLP1 qu'on fait par voie injectable, soit éventuellement les inhibiteurs de SGLT2 qui sont aussi en prise orale. Si la deuxième ligne ne marche pas, c'est-à-dire metformine plus ISGLT2 ou gliptine ou GLP1 ne fonctionne pas, eh bien, on peut les associer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre metformine plus ISGLT2 plus analogue du GLP1. Et si ça ne suffit pas, on pourra se poser la question de rajouter à ce moment-là les sulfamides. Donc, vous voyez, beaucoup plus tard que ce qu'on faisait antérieurement. Et si vraiment on n'y arrive pas autrement, eh bien, ce sera la mise sous insuline. En commençant en général par une seule piqûre d'insuline basale et si besoin par la suite en faisant des piqûres d'insuline rapide au moment des repas. Donc le paysage thérapeutique du type 2 a complètement été bouleversé par l'arrivée de ces nouvelles drogues qui non seulement traitent la glycémie mais traitent tout le reste. Parce qu'il faut bien voir qu'un diabétique de type 2, en fait, c'est un malade cardiovasculaire en puissance. Donc on ne va pas traiter que la glycémie, on va traiter tous ces risques. Bien sûr, la glycémie, mais aussi l'excès de cholestérol. On va lui dire d'arrêter de fumer. On va lui le faire bouger. S'il est hypertendu, on va traiter sa tension artérielle. Et ces médicaments ont des bénéfices supérieurs cardiovasculaires et rénaux. Donc, quand on prend en charge un type 2, on prend en charge un patient dans sa globalité. Le type 1, c'est différent. C'est une maladie endocrine où on ne fabrique plus d'insuline. Donc, les gens sont en général de poids normal. Ils ont moins de... Bien sûr, c'est un facteur de risque cardiovasculaire aussi, mais très souvent, les jeunes type 1, ils n'ont pas d'autres maladies, ils sont juste diabétiques de type 1. Donc, mais pour le type 2, il faut bien avoir cette vision d'emblée qu'on prend en charge d'emblée quelqu'un qui est à multiples risques cardiovasculaires. Et comme on ne sait pas quand la maladie a commencé, dès le diagnostic, on va lui demander d'aller voir un cardiologue, de faire des tests rénaux pour voir s'il n'y a pas d'insuffisance rénale ou de protéinurie, d'aller voir un ophtalmo pour voir s'il n'y a pas de rétinopathie. Donc, c'est deux maladies qui ont des profils quand même très différents, même si le point commun, c'est qu'il y a trop de sucre dans le sang. Et justement, ces traitements-là, est-ce qu'ils vont complètement limiter
l'apparition de l'insulinorésistance ou au final l'insulinodépendance, pardon, et les piqûres d'insuline, où au final, est-ce que, quoi qu'il se passe, le diabète de type 2 va finir par évoluer vers une sorte de stade terminal avec une insulinodépendance complète? Mais jusqu'à présent, oui, on dit qu'il y a une mort programmée et donc une insulinodépendance à la clé. La seule différence, c'est qu'avec ces nouveaux traitements, ça retarde la mise sous insuline. Parce qu'avant, quand on n'avait que la metformine et sulfamide, quand ça marchait plus, on n'avait pas d'autre solution que de mettre sous insuline. Maintenant, les premières injections que font les patients diabétiques de type 2, c'est des analogues du GLP-1. Donc des médicaments qui ne sont pas de l'insuline. C'est des injections qu'on fait une fois par semaine, qui vont les aider à perdre du poids, qui vont améliorer leur glycémie et en plus améliorer leur pronostic cardiovasculaire. Donc l'insuline, c'est vrai qu'à terme, elle restera nécessaire et il ne faut pas la retarder quand elle est indispensable. C'est vrai qu'on la met plus tardivement qu'on la mettait quand on n'avait pas tous ces médicaments. Et les analogues du GLP-1, pour ceux qui sont un peu renseignés sur le sujet autre, l'Ozempic, justement, qui fait un peu débat, mais qui est beaucoup utilisé surtout aux États-Unis, je crois, en ce moment, en fait partie. Oui, donc en fait, c'est des médicaments qui existent aussi en France et en Europe et ailleurs. Donc, en fait, ce qu'on parle beaucoup, c'est de la déviation de leur utilisation. C'est des médicaments antidiabétiques. Il y a le Trulicity, il y a l'Ozempic, qui sont les deux fers de lance actuels, deux laboratoires différents, mais qui ont à peu près la même efficacité, qui agissent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les mêmes mécanismes, ralentissement de la vidange gastrique, diminution de la production de sucre par le foie, stimulation de l'insulinsécrétion en cas d'hyperglycémie, ça coupe l'appétit, et c'est parce qu'ils coupent l'appétit et qu'ils font perdre du poids que justement, ils sont déviés vers une utilisation chez des gens non diabétiques pour le traitement de l'obésité. Alors, ils sont, pas le Trulicity, mais l'Ozempic est maintenant commercialisé en France, non remboursé, mais commercialisé sous le nom de Wegovy, à dose beaucoup plus forte, puisque les diabétiques utilisent des doses de 0,25, 0,5, 1, voire 2 mg, alors que le Wegovy, c'est des doses qui sont triples. Donc, c'est des doses qui sont beaucoup plus fortes et pour lesquelles on va rechercher un effet perte de poids. Et ça marche, ça fait maigrir des gens qui ont des obésités sévères. Et il y a toute une panoplie de médicaments issus ou proches de ces médicaments-là qui vont être libérés sur le marché dans les années qui viennent. C'est déjà le cas pour, par exemple, le tirzépatide, le Mounjaro, qui est vendu déjà aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, qui va être un surpuissant. Il est analogue du GLP-1 récepteur et en plus analogue du GIP récepteur. Et là, ça a des effets beaucoup plus puissants que l'Ozempic ou le Trulicity sur la glycémie, mais aussi sur le poids. Donc, ça fait perdre vraiment beaucoup de poids. Donc, ça, on les a pas en France actuellement, mais c'est évident que ces médicaments, quand ils seront disponibles, vont entrer dans l'arsenal thérapeutique des diabétiques, et notamment des diabétiques en excès de poids, ce qui est quand même assez courant. J'interromps rapidement l'épisode. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner et laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup et nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants. Merci encore, on peut reprendre. Et en diminuant le poids, est-ce que ça enlève du coup tous les facteurs de risque qui sont associés? Alors pour l'instant, on n'a pas encore les résultats des études cardiovasculaires. Enfin, il y a eu les résultats pour l'Ozempic à forte dose, qui a permis justement de promouvoir sa commercialisation. Il y a des études cardiovasculaires en cours pour justement argumenter le fait que ces nouveaux médicaments, Mounjaro et autres, ont un bénéfice pour l'obésité et pour le diabète. Pour l'instant, on n'a pas les preuves de ces nouvelles molécules qui vont apparaître, mais ça va être disponible dans les années qui viennent, là. Donc, les études sont en cours. Mais c'est assez... Alors, il y a des patients qui avaient, par exemple, c'est vrai, été insulinés, et parce qu'ils ont perdu pas mal de poids avec le Trulicity ou l'Ozempic, chez qui on a pu arrêter l'insuline. C'est tout à fait... ça existe, c'est possible. Ça donne de belles perspectives au final pour les patients diabétiques et en surpoids et obèses pour les années à venir devant eux. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut effectivement, ça reste des médicaments qui ont des effets secondaires, des effets secondaires digestifs. Certaines personnes ne peuvent pas les prendre parce que ça leur provoque des vomissements incoercibles et donc il ne faut pas qu'ils les prennent.
Enfin, ils ne peuvent pas les prendre. Donc, tous ces médicaments, évidemment, au plus leur puissance augmente, au plus ils ont un risque d'effet secondaire. Tous les médicaments, en général, c'est comme ça. Quand on augmente la dose, on augmente l'effet, mais on augmente aussi les effets secondaires. Et puis surtout, il ne faut pas que des personnes qui n'aient pas de maladie, ni d'obésité, ni de diabète, simplement parce qu'ils veulent perdre quelques kilos, se fassent des injections de ces produits. Parce que il est considéré comme des coupes-faim. Mais actuellement, il y a tout un trafic qui existe, hein. Alors, pas tellement en France, mais aux États-Unis, où les gens se font des injections de ces produits pour perdre du poids. Ils perdent du poids, mais quelquefois, ils perdent la tête aussi, parce que c'est des gens qui font ça, qui sont pas très bien dans leur tête. Et donc, il y en a qui se suicident, il y en a qui font des dépressions. Et donc, du coup, après, on dit, ah ben, ces médicaments entraînent des suicides ou des dépressions. Mais c'est pas les médicaments, c'est les gens qui sont pas bien dans leur tête au départ. Donc, toujours être prudent et il faut surtout pas prescrire ça pour des gens qui n'en ont pas l'indication médicale. Complètement. Et puis, il faut vraiment bien se dire que voilà, un médicament reste une substance pharmacologique qui nécessite prescription, qui a des effets secondaires. Voilà, c'est pas des petits bonbons qu'on prend chez le Oui, chez le tout à fait. Et puis ça ne marche que le temps qu'on les prend, hein, parce que c'est pas l'affaire de le prendre quelques semaines ou quelques mois, mais c'est des médicaments. Si on les arrête, évidemment, on repart à la case départ, hein. D'où l'importance aussi de les associer forcément à ce qu'on disait tout à l'heure, aux règles hygiéno-diététiques, en se disant que voilà, si jamais pour une raison ou une autre, il y a un arrêt ou il y a une transition vers une autre molécule, les règles hygiéno-diététiques seront toujours là pour tenir un peu la barre. Tout au long de la maladie du diabète de type 2, surtout, c'est vraiment la première chose que chez un patient qui n'est pas bien contrôlé parce qu'il y a une hémoglobine glyquée qui est excessive, et dire, bon, il faut que je change quelque chose dans le traitement. Avant de rajouter une molécule, il faut revoir les règles hygiéno-diététiques parce que c'est les plus faciles à oublier, hein. Les gens sont prêts à faire du régime pendant quelques semaines ou quelques mois, mais quand c'est à vie, évidemment, ou un certain temps, on oublie. Et puis au début, on prend une bonne résolution, on s'inscrit en salle de sport, on fait de la marche régulièrement, et puis après, on devient plus paresseux. Donc c'est vrai que ça, c'est un message qu'il faut donner à tous les médecins, notamment généralistes. Avant de rajouter un médicament, eh bien, revoyez un petit peu si les gens respectent le régime, est-ce qu'ils font de l'activité physique, est-ce qu'ils prennent bien leurs médicaments aussi, hein, parce que il y a beaucoup de patients diabétiques qui ne prennent pas les médicaments prescrits, ils en prennent de temps en temps. Et donc, évidemment, ça sert à rien de rajouter un autre si déjà ceux qu'on a prescrits ne sont pas pris. On a survolé rapidement tout à l'heure un peu les complications du diabète. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. On voit, c'est une maladie qui est assez particulière par le fait qu'elle atteint à peu près tous les systèmes. Au final, on a parlé des yeux, on parle des nerfs, des reins, du cœur. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les différentes complications du diabète et aussi au niveau de la physiologie, pourquoi ces complications arrivent alors qu'au final, ce ne serait qu'un excès de sucre dans le sang? Alors, le problème, c'est que le sucre, il se dépose. C'est-à-dire qu'en fait, ce glucose qui est en excès, en fait, il va se combiner aux protéines des parois vasculaires et former donc des produits glyqués, hein. Donc, c'est-à-dire que ça va modifier les caractéristiques des protéines. Et les protéines de la paroi des vaisseaux ne se renouvellent pas à courte échelle, hein. Ça prend des années. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'excès de glucose provoque la glycation de ces protéines. Les protéines glyquées, elles vont être plus dures, elles vont favoriser la thrombose. Donc, en cas de poussée tensionnelle, ça va faire des ruptures vasculaires. Ça rigidifie, si vous voulez, la paroi des vaisseaux. La réaction chimique qui fait ça, c'est exactement celle qui se passe au niveau de la croûte de pain, hein. Quand vous faites cuire du pain, vous avez une croûte autour, et bien la paroi des vaisseaux devient comme la croûte de pain, c'est-à-dire ça devient dur et cassant. Alors ça se marque notamment au niveau des petits vaisseaux, des capillaires. C'est pour ça que les régions du corps qui sont richement vascularisées vont être les plus atteintes. Donc la rétine, parce que c'est très riche en vaisseaux, et puis les reins, parce qu'ils sont très riches en vaisseaux aussi. Le cœur aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est l'atteinte vraiment des vaisseaux spécifiquement liés au diabète. Donc au plus on a été hyperglycémique et au plus longtemps on a été hyperglycémique, au plus on va voir la paroi des vaisseaux qui va être abîmée et au plus on va risquer de faire des accidents donc cardiovasculaires, mais aussi au niveau des yeux d'avoir une ischémie rétinienne, au niveau du rein de perdre des néphrons et de finir en insuffisance rénale. Ça, c'est surtout donc au niveau des vaisseaux de petit calibre. Au niveau des gros vaisseaux,
eh bien, le sucre va se comporter comme un autre facteur de risque cardiovasculaire. Donc, le glucose se fixe sur la paroi des gros vaisseaux, gros et moyens, donc ça va rigidifier la paroi. Et si, bien sûr, en plus, on est hypertendu, fumeur, hypercholestérolémique, eh bien, ça va aggraver l'athéromatose, donc ce qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires. Cette réaction de glycation, elle s'opère aussi au niveau des nerfs, hein, et puis au niveau des nerfs aussi, l'excès de sucre va faire que le sucre va se transformer en fructose et en sorbitol, et ça va modifier la conduction nerveuse. Ça va entraîner donc des polynévrites diabétiques, des pertes de sensibilité, et ça, c'est à l'origine des complications du pied diabétique. Hein, c'est que les gens vont perdre la sensibilité au niveau de leurs extrémités, et des pieds en priorité. Donc, ils vont se blesser les pieds sans s'en rendre compte parce que ça fait pas mal, comme ils n'ont plus de nerfs. Et donc, une petite blessure devient grave, ça progresse vers l'os et ça finit par faire des ostéites et des amputations. Donc, l'excès de sucre est toxique, en priorité sur les vaisseaux, mais aussi au niveau des nerfs périphériques, en provoquant cette neuropathie diabétique. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à se rendre compte avec le diabète, c'est que je ne souffre pas que du diabète, mais il y a aussi le panel de complications autour qui, je discutais avec une patiente il y a 2 jours de ça, qui me disait c'est quand même une sacrée maladie parce que ça bouffe un peu tout et partout, quoi. Donc, faut vraiment s'en rendre compte et d'où l'importance de bien se Mais le traiter. message très positif qu'il faut dire aux gens, c'est que ça n'est pas une fatalité. C'était une fatalité quand il n'y avait pas de traitement. Maintenant, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas bah oui, mais j'ai des complications parce que je suis diabétique. Ça, c'est pas vrai, parce que les diabétiques, maintenant, on a des diabétiques qui se sont bien pris en charge toute leur vie, qui ont plus de 60 ans de diabète et ils ont 0 complication. Donc ça veut dire que si on met l'énergie pour bien se soigner, eh bien, on n'aura pas les complications du diabète. Les complications, c'est le résultat d'un échec thérapeutique. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas blâmer les gens qui ont ces complications quand il n'y a pas de traitement. C'est vrai que pendant longtemps, on avait la metformine, les sulfamides, l'insuline, il n'y avait pas grand-chose dans le type 2. Dans le type 1, on avait des insulines, mais qui n'étaient pas les insulines actuelles. C'était des insulines qui étaient d'origine animale, qui étaient difficiles à manipuler. Donc, bon, on n'avait pas non plus les moyens de surveiller sa glycémie en permanence qu'on a maintenant avec les capteurs. Donc, il n'y a pas les moyens actuels. Mais aujourd'hui, quelqu'un chez qui on découvre un diabète, il a des super instruments pour pas faire de complications. Donc, c'est vraiment lié à sa volonté de se prendre en charge. C'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de patients qui disent, oh, bah oui, mais mon grand-père était diabétique, il est mort, il est amputé, il a fait une crise cardiaque, etc. Aujourd'hui, si on découvre un diabète, c'est pas une bonne nouvelle, mais il n'y a pas de fatalité. On peut dire, bah oui, mais si je me prends en charge sérieusement, bah, j'aurais pas tout ce qu'a connu mon grand-père. Donc, c'est vraiment cette idée du diabète déséquilibré et de l'hyperglycémie chronique au final, qui entraîne Ouais. toutes ces complications et pas le simple fait d'avoir un diabète. Exactement, oui, oui, ça c'est, il y a maintenant des études qui l'ont très bien démontré, hein, l'étude des CCT aux États-Unis, l'étude du KPDS dans le diabète de type 2 en Angleterre, au Royaume-Uni, qui ont montré qu'effectivement la qualité du contrôle glycémique a une influence sur l'apparition des complications. Quand on est très bien équilibré, on ne fait pas de complications. Et si on en a, elles progressent beaucoup moins vite. Très complet, très intéressant. J'apprends plein de trucs. Je suis plutôt content. J'aimerais aussi juste revenir rapidement sur certaines choses que j'ai pu trouver un peu sur des études ou des perspectives de découverte aussi de liens entre le diabète et les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous avez des infos sur ce sujet-là ou pas. Alors c'est sûrement pas des liens directs. En fait, ce qu'il y a, c'est que si on parle vraiment de la vraie maladie d'Alzheimer, hein, parce qu'il y a des démences séniles qui sont pas du tout des maladies d'Alzheimer. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a vu que dans la maladie d'Alzheimer, il y avait une résistance à l'insuline. Mais alors, c'est sûr que c'est un point commun avec le diabète, mais il n'y a pas de relation entre le niveau de la glycémie et la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est des mécanismes physiopathologiques communs partagés par ces deux maladies. Dans les deux cas, il y a une résistance à l'insuline. Mais ça ne veut pas dire il n'y a pas de cause à effet. Enfin, diabète entraîne maladie d'Alzheimer ou maladie d'Alzheimer entraîne diabète. On peut avoir les deux parce que c'est deux maladies fréquentes. Mais le mécanisme physiopathologique commun, c'est qu'il y a une résistance à l'insuline. Mais comme il y a une résistance à l'insuline chez les gens qui sont obèses, non diabétiques, et chez beaucoup de patients qui ont des maladies cardiovasculaires et qui n'ont pas de diabète.
La résistance à l'insuline, c'est un état morbide qui est associé à plein de risques de maladies différentes et qui sont pas obligatoirement liées l'une avec l'autre. On peut avoir une résistance à l'insuline sans forcément être diabétique si notre pancréas arrive à sécréter suffisamment d'insuline pour combler ça. Exactement. Ok, d'accord. Bon, mais super, super intéressant. C'est vrai que c'était un sujet que j'ai vu ces derniers temps et que voilà, j'entends un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est les neurones qui au final ont cette insulinorésistance. Alors, c'est difficile d'étudier la résistance à l'insuline sur les neurones parce qu'ils sont difficiles d'accès. Donc, non, ce qu'il y a, c'est que quand on fait des tests de sensibilité à l'insuline, on voit que les patients Alzheimer ont une résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'il faut plus d'insuline pour faire rentrer le glucose dans les tissus. Est-ce que c'est ça qui se passe au niveau des neurones et qui provoque la maladie? On n'en sait rien. Mais ça a sûrement un rôle, puisqu'il y a une association entre les deux. Mais savoir quel mécanisme moléculaire exact entraîne, lie l'insulinorésistance et l'Alzheimer, on ne sait pas trop. Bon. Donc perspective d'évolution de choses nouvelles dans les années à venir, je pense, sur ces sujets-là. J'aimerais conclure, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur tous ces sujets-là. J'aime bien conclure toujours sur un peu 5 choses, 5 conseils qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent pour limiter justement l'apparition. Alors on va parler surtout du diabète de type 2 sur lequel l'environnement a quand même un gros impact. Quels seraient vos 5 conseils ou 5 conseils que vous donnez aux personnes que vous suivez justement pour limiter l'apparition du diabète ou limiter son évolution quand il est présent? Alors, le premier message, c'est de manger sainement. Ça reste un message crucial. Donc, on parle de Nutri-Score, c'est pas parfait, mais c'est utile quand même quand on fait les courses de voir quels sont les aliments qui sont riches en calories et en sucre. Donc, ça veut dire qu'il faut revenir vers une alimentation certainement plus traditionnelle, manger plus de fruits, plus de légumes, moins caloriques. Donc, ça, c'est le premier conseil, à la fois préventif et curatif. Le deuxième, c'est de faire de l'activité physique. Et quand on dit faire de l'activité physique, c'est pas faire du sport, c'est pas s'installer obligatoire, s'inscrire dans un club ou faire des poids et haltères. C'est marcher régulièrement dans la vie quotidienne. Essayer de faire, si possible, 10 000 pas par jour, mais en tout cas, en faire au moins 5 000. Et même si on n'est pas capable de le faire, c'est toujours bénéfique. Garer sa voiture un peu plus loin quand on va quelque part. Toutes les occasions où on peut marcher ou prendre l'escalier plutôt que prendre sa voiture ou un escalator, c'est toujours bénéfique. Là aussi, qu'on soit pré-diabétique ou diabétique. Le troisième point qu'il faut dire, je pense, aux personnes qui ont un diabète de type 2, c'est d'appliquer ces règles à leurs enfants. C'est-à-dire qu'en fait, je vous l'ai dit, c'est hyper transmissible. Donc, ça veut dire que quand on a un diabète de type 2, il faut convoyer ce message auprès des enfants, disant, vous savez, on est une famille où il y a des diabétiques de type 2, moi je le suis. Eh bien, les enfants, on va manger sainement, on va faire du sport, il faut faire du sport, il faut pas rester devant votre écran, manger des chips, parce que vous pouvez éviter, si vous avez le risque, vous pouvez éviter ou retarder très grandement cette maladie si vous mangez sainement et si vous faites l'activité physique. Malheureusement, c'est rarement fait. C'est rarement fait par les parents, mais c'est rarement fait par les médecins aussi. C'est-à-dire que théoriquement, quand on a un diabétique de type 2, il faut dire vous avez des enfants. Bon, alors il faut leur dire qu'ils aient un mode de vie le plus sain possible sur le plan alimentaire et activité physique. Bon, c'est un message important. Quatrième point, c'est sans doute plus du domaine de la santé publique, c'est-à-dire penser effectivement à dépister tôt le diabète. Ça, c'est dans les bilans de santé, à partir de l'âge de 30 ans, mettez une glycémie à jeun. On pense toujours au cholestérol, mais on pense pas toujours à la glycémie. Donc, parce que ça permet d'intercepter des gens à haut risque et de le devenir et d'agir en amont. C'est toujours navrant de découvrir un diabète de type 2 à l'occasion d'un infarctus. Or, actuellement en France, il y a un malade sur 3 qui fait un infarctus qui est diabétique et qui ne le savait pas. Donc, c'est pour ça qu'en termes de santé publique, c'est vraiment très, très important de le faire. Sûrement qu'il faut en parler à l'école. On voit l'efficacité des mesures anti-tabac depuis que les écoliers ont des cours sur les effets nocifs du tabac. Sans doute qu'il faut aussi une éducation nutritionnelle à l'école
et leur parler de ces maladies sans leur faire peur, mais en leur indiquant que on peut vivre mieux et plus longtemps si on y prend garde. Le cinquième et dernier point, je crois, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un diabète, eh bien, on va devoir vivre avec. C'est pas toujours sympa, parce que c'est vrai qu'on va devoir changer pas mal de choses. Alors, c'est plus facile quand on est plus jeune, c'est plus difficile quand on est plus âgé de changer son mode alimentaire, son mode de vie. Il faut, l'action proactive du malade est bénéfique pour prévenir les complications. C'est pas une fatalité. Les complications résultent d'une négligence, d'un défaut d'utilisation des moyens disponibles, d'un défaut de surveillance, un excès de tolérance, en quelque sorte, dire, oh, bah, j'ai 2 grammes, là, mais c'est pas trop grave. Bien sûr, c'est pas grave. Vous pouvez avoir 2 grammes 50, 3 grammes. Si ça dure 5 minutes, c'est pas grave du tout. Mais le problème, c'est la répétition. C'est-à-dire de tolérer, accepter d'être en hyperglycémie chronique, bah, c'est accepter d'avoir des complications. Ça, c'est très corrélé l'un avec l'autre. Donc, lutter contre cette fatalité on entend souvent lors des consultations, parce que les gens n'ont pas bien compris. C'est vrai que c'est exigeant de se prendre en charge, mais ça vaut le coup, parce que ça permet de prévenir les complications. Il y a des complications qui, pour le coup, sont gravissimes. On parle de décès par maladie cardiovasculaire, de perdre une jambe, toutes ces choses-là. Et c'est des choses qui ne sont malheureusement pas rares chez les patients diabétiques non suivis, non correctement. Diabète reste en France la première cause de perte de la vue, la première cause d'insuffisance rénale qui conduit à la dialyse ou à la greffe rénale, et la première cause d'amputation non traumatique. Donc, c'est une maladie et ça touche 5% de la population générale. Donc, c'est une maladie, c'est vraiment un fléau, mais qu'on connaît mieux, qu'on peut mieux combattre. Mais toute la partie éducative et prise en charge du patient par lui-même, c'est ce qui est le plus difficile, évidemment. Je pense qu'on a fait un très bon tour du sujet. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.